toujours avec nos invités, Marie-Yvonne Busse, rédactrice en chef du magazine Le Pèlerin, Sébastien Ligné, chef du service politique de Valeurs Actuelles, Joseph Massé-Scaron et le père Benoît Chevalier. Mon père, vous aviez pas l'air très d'accord avec ce que racontait Sébastien Ligné tout à l'heure. Je reprends parce que je voyais votre courroux. Il fait son travail de journaliste. Voilà. Non, alors pour rappeler ce que disait Sébastien Ligné, en gros, il faisait un petit comparatif entre le pape Benoît XVI et le pape François. D'un côté, le germanophone un peu rigoriste, et puis de l'autre côté, le latin progressiste. Je caricature à peine. Votre réponse, mon père? Mais justement, ça, c'est si on essaie de regarder les choses de manière sociologique. Et l'Église échappe, enfin, pas tout à fait, mais quand même, doit échapper au regard sociologique uniquement. Regardez le ministère de François en disant progro ou tradi. On va forcément s'en mêler les pinceaux à un moment donné, parce que en Belgique, quand il pourfend l'avortement, il est quoi? Il est tradi ou il est progro? Quand à l'avion, il refuse de condamner les homosexuels, il est quoi? Il est tradi ou il est progro? Moi, je pense que au-delà des étiquettes, justement, François est celui qui a voulu ne jamais mettre une étiquette sur les personnes. Bon, c'est très évangélique, c'est pas lui. Je pense que tout le monde fait comme ça, tous les pasteurs font comme ça normalement. Un des beaux textes du pontificat, qui n'est pas signé de lui, mais qu'il a quand même promulgué, c'est un texte sur la dignité humaine. Et le pape François a toujours voulu aller dans la rencontre avec la personne. C'est dans la rencontre que je vais te découvrir, et pas l'étiquette que tu as sur le front. François a dit dans un de ses premiers textes que le temps était supérieur à l'espace. Le pape François nous a donné la culture de la progressivité, du processus, d'un discernement, d'une marche ensemble qui permet de se découvrir mutuellement. Et donc ça échappe à toute étiquette profondément, et c'est profondément évangélique. C'est un truc de journaliste, les étiquettes, Sébastien Ligné, Joseph Massé-Scaron. Heureusement qu'il y a des étiquettes quand même. Et puis de toute façon, ce que disait Sébastien, c'était aussi le ressenti de l'opinion. Donc c'est ça, en fait. C'est là où il transmet le ressenti de l'opinion. Moi, ce qui me frappe, là aussi, je vais être très journaliste, ce qui pour moi est un compliment, bien sûr, c'est que ce pape, et je crois que c'est ce qui a quand même un peu déstabilisé un certain nombre de personnes dans l'Église, peut-être pas vous, mais un certain nombre de prêtres, c'est que c'est un pape jésuite. Et étant pape jésuite, très franchement, j'insiste sur ce point, il y a des éléments qui, moi, là, je parle en tant qu'historien, cette fois et plus en tant que journaliste, et bien sûr, il est dans la tradition des papes, mais il est aussi dans la tradition des jésuites. Par exemple, lorsqu'il parle d'une sensibilité missionnaire intégratrice. Pour moi, il est vraiment jésuite. Il n'est pas de gauche ou de droite, pas progressiste ou conservateur, mais il est jésuite. Et ça, on peut le reprendre dans un certain nombre de données. Je le trouve extrêmement politique, en fait. C'est un pape extrêmement politique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je crois, on va avoir beaucoup plus de mal à faire son bilan qu'on en a eu pour Benoît XVI, où, légitimement, d'ailleurs, Sébastien l'a rappelé, on a fini par rendre hommage et se rendre compte de quel poids, du point de vue théologique, Benoît XVI est important. Donc c'est jésuite. Et puis juste un petit détail, même d'ailleurs, même à l'international, avec ses relations avec le gouvernement chinois, alors là j'ai cru que c'était une sorte de grande revanche de Ricci, une grande revanche des jésuites. Marie-Yvonne Busse, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Joseph Massé-Scaron? Ça va être difficile finalement de tirer un bilan de ce mandat, si j'ose dire, du pape François? Oui, je crois que ce sera difficile, mais c'est aussi toute la richesse de ce pape-là, parce qu'au fond, il a eu une audace pastorale indéniable, mais sur le plan de la doctrine, il n'a pas été si progressiste que ça, et même plutôt conservateur. Prenez la question des femmes, par exemple. Donc, il y a eu une audace avec le synode, l'ouverture aux femmes, du droit de vote au synode, et les femmes sont passées c'est un sujet de discussion, et elles sont devenues des sujets de parole. Donc là, il y a une véritable audace. Mais s'agissant, par exemple, de l'ordination sacerdotale, il n'était pas question de toucher à la doctrine qui la réserve aux hommes. Donc, je crois que... Enfin, vous reconnaîtrez que c'est quand même une avancée... C'est quand même une avancée assez... progressiste, pour reprendre le mot. Je ne pense pas que ce soit le bon terme, mais c'est celui qui me paraît le plus approprié pour la discussion. Sur la doctrine sur les couples de même sexe, vous pourrez reconnaître que c'est quand même une avancée plutôt progressiste dans le sens politique du terme. Chose que Benoît XVI, encore une fois, n'aurait jamais actée.
C'est une avancée pastorale. Il a par exemple autorisé les bénédictions des couples homosexuels, mais à ce jour, il n'y a pas de mariage homosexuel dans l'Église. Donc je pense que c'est un petit peu cette complexité qui le rend difficile à appréhender, avec un pape à la fois très audacieux mais plus conservateur qu'on ne veut bien le dire. Alors, on va parler... Oui, Joseph Massé-Scaron, vous vouliez rajouter rapidement quelque chose. Je reviens à la notion de jésuite, puisque précédemment, on a dit combien l'importance avec lui de la synodalité, d'une certaine autonomie. Là, pardon, je suis journaliste, bien sûr. Lui-même se dit d'ailleurs évêque de Rome, ce qui est quelque chose de particulier, parce que évêque de Rome, évidemment, un orthodoxe désigne le pape comme étant l'évêque de Rome. Donc c'est quand même quelque chose de très particulier. Mais en même temps, c'est un pape autoritaire. Ça, toutes les personnes qui il est autoritaire. Et il est autoritaire, pourquoi? Parce que les jésuites sont dans une structure pyramidale, donc ne conçoivent pas autre chose. Et enfin, dernier point, jésuite, c'est qu'il a eu, en tant que jésuite, à lutter, ça aussi, contre la théologie de la libération. C'est ce qu'il a fait avec une âpreté sans égale. Mon père, oui. La vraie révolution, c'est vraiment cette culture du synode et du dialogue dans l'esprit, pour le coup. Là où on attendait qu'un synode débouche sur des promulgations de décrets, de choses comme ça, lui, en fait, ce qui lui a plu dans le synode, c'était de mettre les gens en marche. En marche. Ça nous rappelle quelqu'un, ça. En s'asseyant autour en marche, et en même temps, comme ça a été souligné par Sébastien, qu'il soit dans le en même temps, c'est un peu troublant. Donc, le fait de pouvoir se dire, on va se mettre ensemble autour d'une table, chacun va dire quelque chose et on va écouter dans le silence et dans la prière. Voilà. Et à la fin, il dit, l'essentiel dans le synode, c'était ça. Oui. C'était ça le plus important. Donc, parce que vous avez décidé, là je le signe, il a même pas promulgué après un autre texte, parce que l'essentiel pour lui, et je crois que pour moi c'est une vraie révolution à long terme, on en fait l'expérience dans nos paroisses, dans notre diocèse, quand on se met ensemble en silence, non pas pour que quelqu'un gagne dans un combat ou quelque chose, mais qu'on s'écoute les uns les autres, pour moi ça c'est une vraie révolution.